Dave Mafula ne se contente pas de se présenter à la présidentielle de 2026. Il veut secouer le statu quo. À la tête des souverainistes, il promet un nouveau départ pour le Congo, loin des habitudes politiques traditionnelles. Économiste de formation, il met sur la table des mesures concrètes pour la jeunesse, l'emploi et la justice sociale, tout en appelant à plus de transparence dans la gestion publique. Dans cette édition de décryptage, nous l'interrogeons sur les actions immédiates qu'il compte lancer, les résultats chiffrés qu'il promet et la manière dont il entend transformer ce nouveau départ en réalité tangible pour tous les Congolais. Dave Mafula, bienvenue sur Africa 24. Vous êtes candidat pour la deuxième fois consécutive à la présidentielle après une campagne en 2021 où vous avez obtenu 0,5% des suffrages. Qu'est-ce qui a changé dans votre stratégie et votre base d'appui pour envisager aujourd'hui un résultat significatif? Vous devez savoir une chose, c'est que en politique, il faut savoir faire preuve de constance et de patience. En 2021, j'étais candidat. Et cette candidature a été portée par une conviction profonde. Nous avons donné ce que nous pourrions donner parce que j'espérais déjà en 2021 que le Congo avait besoin de changer de trajectoire. Aujourd'hui, avec ce que nous avons fait pendant 5 ans, cela permet aujourd'hui que nous puissions dire que 2026, ce n'est pas pour aller faire un score, mais c'est pour aller gagner. Pourquoi ? Parce que depuis lors, nous avons organisé une tournée que nous avons dénommée Tournée nationale de l'écoute, Mbongitu, où j'ai été au contact avec les Congolais. Toutes les couches sociales ont été conviées. J'ai discuté avec les personnes vivant avec handicap, avec les mamans, avec les retraités, avec les jeunes, avec les étudiants. Et on a compris que les Congolais ont besoin du changement, ils ont besoin d'une alternative. Et aujourd'hui, il faut simplement accepter le fait que ma candidature aujourd'hui, c'est une candidature d'abord d'expérience de terrain, d'expérience politique, parce que j'ai fait 2021, et aussi de la maturité politique. Et cela permettra à ce que nous puissions donc aller vers les Congolais avec une sérénité que nous n'avions pas en 2021. Aujourd'hui, les Congolais ne cherchent pas seulement un candidat ou un nouveau président, ils cherchent quelqu'un qui peut représenter l'alternative et celui qui peut proposer un nouveau départ. C'est pour cela que je suis le candidat du nouveau départ et je suis là pour réparer les injustices qui ont été causées par l'administration de M. Denis Sassou Nguesso. Je pense que nous ferons pas seulement mieux, mais nous allons gagner en mars 2026. Vous avez annoncé votre candidature en parlant d'un nouveau départ pour le Congo, un appel à la justice, à la vérité et à la renaissance du pays. Concrètement, quels changements immédiats et mesurables comptez-vous mettre en œuvre dès votre arrivée au pouvoir pour que ce nouveau départ ne reste pas un slogan, mais se traduise réellement par des résultats tangibles pour les Congolais? Pouvez-vous donner des chiffres ou indicateurs précis qui permettront aux citoyens de suivre vos promesses? Il faut commencer par faire le constat du climat de notre société. Notre société est divisée parce qu'ils ont érigé le tribalisme en mode de gouvernance. Ils ont érigé la peur dans ce pays. Et donc, dans ces conditions actuelles, le pays ne peut pas être développé. Dans des conditions de division, dans des conditions de corruption, le pays ne peut pas avancer. Ce que moi, je propose aux Congolais, c'est d'abord l'apaisement national. Pourquoi je parle d'apaisement? Parce que vous pouvez le constater que notre devise nationale commence par l'unité. Et les pères fondateurs de notre République n'avaient pas tort de penser qu'il fallait commencer par l'unité. Alors qu'aujourd'hui, l'unité n'est plus garantie. Nous sommes dans une certaine division qui ne se cache plus. Donc moi, je commence par le pardon national, je commence par une organisation d'un dialogue inclusif où nous allons convoquer toutes les sensibilités politiques et sociales parce que oui, lorsqu'il est question donc, de remettre le pays sur les rails, il faut discuter de ces questions d'avenir avec tous les Congolais.
Une fois que nous aurons fini avec le dialogue inclusif, nous allons, peut-être bien avant, libérer les prisonniers politiques pour qu'eux aussi puissent prendre part à ce dialogue. Je vais parler du général Jean-Marie Michel Mokoko, de l'ancien ministre Kobi Salissa, qui sont en prison, qui vont sortir, et avec eux, nous allons regarder comment est-ce que nous pouvons aller vers un dialogue. Et après ce dialogue, il y aura un gouvernement d'union nationale. Et ce gouvernement sera composé, on va dire, 22 ministres seulement. C'est la limite parce que nous ne voulons pas aller loin, puisque nous parlons aussi de baisser les dépenses excessives de l'État. Une fois que nous aurons fait cela, nous allons engager le pays vers un audit général, en commençant par auditer les registres financiers de notre pays, donc la douane et les impôts, en faisant aussi l'audit de la dette, faisant l'audit du trésor, pour que nous puissions regarder de quelle manière nous pouvons avoir une marge de manœuvre financière afin de commencer à payer la dette intérieure. Je veux parler de la dette envers les opérateurs économiques, les dettes aussi sociales, donc celles qui concernent les retraités et aussi les étudiants. Parce qu'un pays sérieux, c'est un pays qui doit honorer ses engagements. Et je pense qu'avec les exonérations fiscales que nous allons arrêter, avec l'ensemble donc des audits que nous allons faire, le contrôle aussi fiscal des grandes entreprises, nous aurons assez de moyens pour faire face aux urgences qui seront les nôtres en 2026. Mais il faut aussi rappeler une chose, c'est que moi, je propose qu'après le dialogue inclusif que nous allons proposer, que nous puissions donc mettre en œuvre une opération de rapatriement des fonds détournés. Et je pense que si nous faisons le travail de l'unité, le travail du rassemblement, le travail de la réconciliation nationale, effectivement, cette opération de rapatriement de fonds permettront à ce que nous puissions engager le pays vers les dépenses qui nous sont urgentes. Avec une opposition fragmentée et des critiques récurrentes de manque de transparence, quelles garanties concrètes chiffrées présentez-vous pour assurer que les résultats du 15 mars soient acceptés par tous? Vous savez, la première des choses que nous devons faire, et ce que j'ai exigé, c'est que nous puissions respecter la loi électorale, en commençant par une transparence au niveau des bureaux de vote. Donc, que dans chaque bureau de vote, que les résultats soient publiés. Et il y a aussi le devoir que nous avons en tant que candidats, c'est de se faire représenter dans tous les bureaux de vote. Je pense qu'avec les deux conditions, il est possible que nous puissions garantir aux Congolais qui vont aller voter la victoire que nous cherchons dans les urnes. Mais il y a aussi l'exigence d'avoir les procès-verbaux. Par expérience, certains présidents des bureaux de vote sont un peu capricieux lorsqu'il est question de délivrer les procès-verbaux, mais puisque nos représentants, nos délégués dans les bureaux de vote sont formés pour cela, ils sont formés aussi concernant la loi électorale, ces exigences, et je pense que oui, avec les procès-verbaux, nous serons capables de mesurer le nombre de votants et puis savoir si nous avons gagné ou pas. Mais je pense que nous allons vers une victoire parce que le peuple est prêt à aller vers le changement. Le taux de chômage des jeunes reste très élevé, environ 40% en 2024, soit bien au-dessus de la moyenne mondiale. Cela représente une génération qui risque l'exclusion économique. Comment votre plan prévoit-il de réduire ce taux et dans quel délai et avec quel objectif chiffré? Aujourd'hui, le taux de chômage est une urgence nationale. Je crois que on parle en termes de 41% de taux de chômeurs, enfin, de taux de chômage. Mais ce que nous allons faire, c'est que l'objectif, c'est de réduire à moins de 20% en 5 ans. Comment nous allons le faire? Nous allons créer des emplois dans les BTP, parce qu'il faut un plan que nous avons déjà proposé, un plan de réhabilitation des routes qui va permettre à ce que nous puissions embaucher nos jeunes. Il y a aussi la transformation, la production d'abord locale et la transformation, parce que nous sommes dans un pays qui n'a pas que le pétrole comme ressource. Nous avons le bois, nous avons l'or, nous avons le fer,
que nous ne transformons pas, que nous ne produisons même pas. Donc, il y a une production artisanale de l'or, mais nous voulons aller vers une exploitation industrielle de l'or, une exploitation industrielle du bois, mais qui seront aussi transformées localement pour que nous puissions permettre à ce que nos jeunes puissent avoir de l'emploi. Parce que il n'est pas normal que nous puissions avoir le bois et que ce bois-là puisse enrichir les populations au niveau de l'Asie, alors qu'ici, nous avons un taux de chômage élevé. Et avec ça, nous avons aussi prévu de mettre en place un fonds souverain pour l'entrepreneuriat des jeunes qui va permettre à ce que tous les jeunes qui ont leur projet puissent bénéficier donc de l'appui financier de l'État afin d'engager leurs activités qui seront dans les PME de tout ordre, que chaque jeune avec son projet puisse créer son entreprise et créer des emplois derrière. Donc, je pense qu'il y a une batterie des mesures que nous allons mettre en place pour éradiquer le chômage dans notre pays. Avec une économie encore très dépendante du pétrole et des hydrocarbures, quelle cible précise de croissance dans les secteurs non pétroliers visez-vous d'ici 2030? Nous avons eu un pouvoir qui est resté très longtemps sur les slogans, parlant de l'agriculture priorité des priorités, en parlant de l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, nous avons une facture de plus de 800 milliards qui part dans l'importation des denrées alimentaires. Alors que nous avons des agriculteurs, nous avons des terres que nous pouvons cultiver. Nous allons vers une politique de produire congolais et consommer congolais. C'est-à-dire que, hormis le pétrole, nous allons aussi organiser ou réorganiser notre agriculture pour que nous puissions avoir une ressource qui va permettre à ce que nous puissions alimenter aussi les recettes de notre pays en partant de l'agriculture. Il n'y a pas seulement l'agriculture, je vous ai parlé aussi de l'industrialisation du pays à travers le bois, parce que on voit très bien que dans notre pays, nous avons une société nationale de pétrole, parce que nous avons le pétrole, mais nous n'avons pas une société nationale de bois alors que nous avons le bois. Donc, nous allons également renforcer cette capacité que nous avons à travers toutes les richesses que nous avons dans notre pays pour que chaque ressource puisse compléter au budget de notre pays. Selon la Banque mondiale, environ 35% de la population vivait sous le seuil de pauvreté. Quel indicateur chiffré de réduction de pauvreté proposez-vous et comment comptez-vous les atteindre? Je crois que la meilleure manière de lutter contre la pauvreté, c'est de donner du travail aux populations. Le Congo a un taux de chômage élevé et ce qui est normal que la pauvreté soit aussi élevée. Ce que nous devons faire, c'est simplement améliorer les conditions du travail pour ceux qui travaillent déjà et donner du travail à ceux qui n'en ont pas pour que nous puissions créer les conditions de réduire donc, le taux de pauvreté qui est aujourd'hui aussi entre 40 et 47%. Je pense qu'avec toutes les mesures économiques que nous allons prendre et puis la transformation locale de nos richesses nationales vont permettre à ce que la pauvreté puisse baisser et aussi l'éducation, créer des conditions réelles d'une bonne éducation et d'une meilleure santé. Tout cela permettra à ce que nous puissions relever ce défi en termes de pauvreté dans notre pays. En une phrase, avec un chiffre clé, quel message souhaitez-vous que chaque Congolais retienne de votre candidature pour le 15 mars 2026? Les Congolais ont vécu plus de 40 ans avec le système Denis Sassou Nguesso, avec un président qui a appauvri un pays qui est riche, qui a créé les conditions de la misère des peuples. Aujourd'hui, ils sont conscients de tout cela. Tout ce que je vais demander aux Congolais, c'est de savoir qu'ils ont la responsabilité historique du pays, parce que le 15 mars, ils auront à faire le choix, soit de continuer à subir avec le même président, soit d'ouvrir un nouveau départ avec M. Euphrem Dev Mafoula,
Tout simplement parce que moi, je suis le candidat qui veut présider, qui veut servir le pays, qui veut mettre le Congolais au centre de la préoccupation politique. Ce serait à eux de prendre leurs responsabilités parce que la mienne, je l'ai déjà prise. Je pense que le pays a besoin d'unité, je propose l'unité, le pays a besoin de la justice et je veux être le président de la justice qui va réparer les dégâts causés par M. Denis Sassou Nguesso et je veux un pays qui va progresser. Je pense que j'incarne aujourd'hui la meilleure alternative, j'incarne aujourd'hui le nouveau départ dont le peuple attend depuis très longtemps. Si le peuple vote pour moi, je pense qu'ils auront un président qui est prêt pour servir le pays. Dave Mafula, candidat à l'élection présidentielle de 2026, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette édition de décryptage. Retrouvez toute l'actualité africaine sur la présidentielle au Congo sur notre site web africa24tv.com, sur l'application MyAfrica 24 ainsi que sur nos plateformes digitales.